Bonsoir et merci d'être avec nous. La révision de la liste électorale a commencé depuis le samedi 19 octobre 2024. Et c'est dans la ville de Guiglo que le président justement de la CEI a décidé de faire ce lancement. Il faut dire qu'il y aura donc quelques 12 000 lieux de vote, lieux d'enregistrement, on va dire ainsi, qui seront ouverts sur l'étendue du territoire national pour 4,5 millions d'électeurs en vue qui sont attendus. Et ensuite, pour terminer cette seconde partie, nous aurons à prendre langue avec M. Zadi Nganga, qui n'est autre que le secrétaire de la Confédération syndicale, plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Donc, alors, juste un petit rectificatif. Au lieu de secrétaire, il est le président de la Confédération syndicale, plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Messieurs, après un excellent week-end, nous sommes de retour. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Marius Komoué, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, je profite pour saluer également notre ami David Kwame, voilà, un féru du Grand Talk qui nous suit tous les soirs à la première heure. Merci beaucoup. Alors Élisée Boloubeu, Guiglo, pour le lancement de la révision de la liste électorale. Déjà, pourquoi Guiglo? Je pense que le président de la CEI a expliqué, il a donné les raisons pourquoi avoir choisi la région du Cavalier et précisément Guiglo, parce que c'était une zone qui avait, la réputation d'enregistrer le faible taux de personnes qui s'enregistrent durant les dernières révisions qui se sont passées. Donc il s'est dit qu'en lançant l'opération là-bas, d'envergure nationale, ça allait certainement susciter beaucoup plus d'engouement dans la zone. Donc c'était une manière pour lui d'apporter un coup de boost à l'engouement des populations pour que celles-ci puissent prendre part au processus d'enrôlement. C'est ce qui a justifié qu'il aille à Guiglo. C'est ce qu'il a donné en tout cas comme explication. Mais je pense qu'au-delà de ça aussi, c'est pour donner aussi un signal, Guiglo, pas forcément Guiglo, mais l'intérieur du pays, pour montrer que tout n'est pas qu'à Abidjan. L'élection pour laquelle aujourd'hui on est en train de faire l'enrôlement, pour laquelle on est en train de faire la révision de la liste électorale, est une élection qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, parce qu'il s'agit de l'élection à la présidentielle. Voilà, donc c'est une élection qui s'étend sur le territoire national. Et c'est aussi une manière de dire que l'administration n'est pas forcément Abidjan, que tout le pays est concerné par ce processus-là. Voilà, donc on peut aller à environ 600 km d'Abidjan et puis faire une telle opération pour montrer aux populations aussi qu'elles sont prises en compte dans le processus qui démarre maintenant. Et puis surtout, Guiglo est la troisième région, tout qu'en Côte d'Ivoire, où il y a un très faible taux d'inscrits. On a près de 124 600 électeurs, soit 17,60%. Et cette opération, Élisée Boloubeu, permettra justement à pas mal de jeunes votants et d'autres personnes de pouvoir s'inscrire. Au-delà de cela, quel regard faites-vous justement de cette opération qui a démarré samedi? Quelques points. Bon, déjà, la première journée samedi jusqu'au soir et même, disons, ce matin encore, quand on scrutait un peu, je lui ai dit, les plateformes, les différentes plateformes des réseaux sociaux et même les contacts qu'on a un peu là, ce n'est pas la grande affluence. Voilà, ça veut dire, on ne sent pas des gens courir. Les Ivoiriens traînent le pas un peu. Voilà, on ne sent pas des gens se motiver, courir. Mais bon, on a pour habitude en Côte d'Ivoire aussi d'avoir un fonctionnement diesel, hein. On va toujours tout doucement et puis quand on arrive vers la fin, on se bouscule, tout le monde lutte maintenant pour pouvoir s'inscrire. On espère qu'on sera encore dans cette dynamique. Quand bien même j'estime que pour ma part, que c'est maintenant qu'il faut mettre vraiment le turbo. Et puis au fur et à mesure, on verra après. Surtout que déjà, on est en train de parler pour certains de proroger la date de clôture prévue. Donc si maintenant on ne sent pas cet engouement, je pense qu'on sera forcément obligé après, peut-être si ça la donne change et qu'on sent que les gens sont beaucoup plus motivés de proroger. Et je me dis que c'est maintenant qu'il faut que les partis politiques et les populations et tout le monde se mettent en branle vraiment pour que ce processus-là connaisse un succès. Très bien. Marius Komoué, tant attendu, enfin lancé. Est-ce que vous avez déjà une idée? Élisée parlait justement de l'engouement qui n'est pas encore à son beau fixe. Assurément qu'on aura la vitesse de croisière. Mais est-ce que vous avez pour vous quelques points de ce lancement à Guiglo? Oui, non seulement à Guiglo, mais dans l'ensemble même du pays, sur le territoire national, on constate bien qu'il n'y a effectivement, comme l'a dit Élisée, aucun engouement.
Et pourtant, ce processus de révision de la liste électorale devrait être l'opportunité pour les partis d'opposition, surtout ceux qui ont eu l'habitude d'appeler les populations, sinon leurs militants et leurs sympathisants, à ne pas aller s'inscrire sur la liste électorale lors des élections précédentes, de le faire maintenant. Si telle est que leur volonté est véritablement d'aller aux élections prochaines, tant pour la présidentielle d'octobre 2025, mais également pour les élections générales, pour les communales, les régionales, mais surtout pour la députation. Donc, il est tout à fait indiqué que ces derniers appellent leurs nouveaux majeurs, les nouveaux majeurs membres de leur parti politique ou sympathisants de leur parti politique, ainsi que des majeurs qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale du fait des appels au boycott par le passé, de le faire maintenant, au risque demain de se retrouver à contester encore une élection, bien que l'opportunité leur avait été offerte d'inscrire leurs militants. On n'est qu'au début aussi, il ne faut pas aussi... D'abord, pour aller à une élection, il faut avoir ses militants sur la liste électorale. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire où cette révision électorale se passe. Cela se passe également dans les 21 pays de la diaspora répertoriée dans le monde et par la CEI. Et donc, c'est dans 21 pays au niveau de la diaspora que cette révision électorale se fait également. C'est le lieu également pour les mêmes partis-là d'en appeler en dehors du parti au pouvoir, d'en appeler les militants à aller véritablement comme un seul homme s'inscrire sur la liste électorale. En principe, on devrait avoir même assez d'engouement. Merci beaucoup, Nous sommes étonnés. Herman Aboua, la révision tant attendue, comme je le disais depuis, a commencé. Est-ce que vous avez, au niveau donc, de l'État de Côte d'Ivoire, enfin de la Côte d'Ivoire, vous avez fait un petit point, les partis politiques devraient normalement pousser leurs militants à s'inscrire, mais on constate qu'il n'y a vraiment pas assez d'engouement, Herman. D'abord, ce n'est pas la mission, cette mission n'a pas été confiée aux partis politiques. Les partis politiques, en tant qu'acteurs de sensibilisation qui cherchent aussi un électorat, sensibilisent effectivement. Et depuis longtemps, on constate que sur le terrain, les différents partis politiques, aussi bien le parti au pouvoir que les partis de l'opposition, travaillent sur le terrain. Moi, j'étais bien curieux de savoir comment est-ce que ça allait se passer. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pris, parce qu'on nous a dit du 19 au 10 novembre. Du 19 octobre au 10 novembre. Je suis parti aujourd'hui toute la journée. C'est-à-dire que j'ai commencé à partir de 10h. Je suis parti au lycée technique, au collège Mogène du lycée technique, dans les écoles primaires à Danga, comme à Cocody Est. Je suis arrivé même au lycée Sainte-Marie. Je suis arrivé au lycée moderne de Cocody. Partout, je vais dire simplement qu'on va vers un échec de cette opération. Juste un point, le collège moderne du lycée technique. Oui, il y a un collège moderne qui est à Net, qui n'est pas loin du lycée technique, qui est dans les Encalbures, qui est un centre. Parce qu'avant ça, j'ai pris le temps de vérifier sur comment on appelle tous les sites, sur le site même de la commission électorale indépendante. Quel est le point que vous avez fait? Le point, c'est que soit les chefs d'établissement ne sont pas informés, ils n'ont vu aucun dispositif. Je suis parti à Cocody Est, là, il y a un chef d'établissement qui a dit que le vigile lui aurait dit que le week-end ils étaient là, mais aujourd'hui, ils n'ont vu personne. Dans certains cas, on dit que les gens viendront le mardi. Vous comprenez qu'on apprend par la suite que le lundi, c'était un jour de repos pour la commission électorale et indépendante en ce qui concerne cette opération. Or, on nous avait dit du 19 octobre au 10 novembre. On n'a pas dit que les lundis n'étaient pas dedans. Donc, déjà que on sait tous que c'est les 21 jours, comme ils le disent, en réalité, qui sont 20 jours, parce qu'ils sont au calcul du 19 au 10 novembre. Sans les lundis. Sans les lundis, qui reviennent même à 20 jours. Donc, c'est insuffisant et l'opposition ne cesse de le répéter. Et même les populations le constatent. On dit et en plus de cela, on enlève des jours. Imaginez-vous, on a 12 092 lieux d'enrôlement. Mais c'est 12 092 lieux d'enrôlement. Ne serait-ce qu'une seule personne qui vienne, même un jour, et le jour que c'est lundi, on aura certainement 12 000 personnes qui n'auront pas eu l'occasion de se faire enrôler. Et ça, je laisse ça. Mais moi, je dis simplement, on constate qu'on parle de tout ce qu'il n'y a pas d'engouement. Mais est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui, qu'on cherche, les 4,5 millions de personnes qu'on cherche à venir s'inscrire, est-ce qu'on a les messages en termes communicationnels pour atteindre cette cible-là? Aujourd'hui, ce sont les jeunes. Mais je dis simplement la dernière fois, j'ai même fait la proposition, on constate que le CMU, c'est ça non? C'est la CMU.
on constate que la CMU, en un temps record, a pu recenser 15 millions de personnes. Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'expérience de la CMU, pour quelque chose qu'on doit faire normalement actualiser chaque année, on ne réussit même pas à le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne confie peut-être pas ce segment-là? Ou bien la CEI ne va pas voir la CMU pour essayer voir de... comment ils ont fait? Si on a besoin de ces personnes-là sur la liste électorale, il faudrait qu'on arrête le jeu, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a demandé aux populations de venir prendre une CMU. Par les formules qu'on veut, aujourd'hui, on a 15 millions de personnes. Or, la liste électorale, depuis 2010 ou 2011, les gens, on ne fait que dire qu'on renouvelle. On vient en 3 semaines, on prend, on mobilise des milliards, on ne sait pas ce qu'on fait avec ça. Très bien. Donc, selon vous, Herman, avec ce que vous estimez être des petits échecs, est-ce que si corrigé, on ne pourrait pas avoir un succès, enfin, avec les 20 jours restants? Est-ce qu'on pourrait avoir donc les 4,5 millions de personnes inscrites sur cette liste pour terminer? Mais je veux dire que ce n'est pas aujourd'hui que la CEI essaie de faire la révision de liste électorale. Et ça, c'est au niveau organisationnel, les défaillances que je viens de dire. Mais aujourd'hui, les gens s'en vont. Dans le décret qui met en place cette opération, on a dit qu'il faut, pour pouvoir se faire enrôler, il faut avoir soit une CNI, une carte nationale d'identité, en cours de validité, ou un récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, ou le certificat de nationalité. Mais allez-y voir, il y a certains qui, en plus de CNI, on réclame à certains. Moi, j'ai eu des cas où les gens disent qu'ils sont partis avec le CNI, on leur a réclamé l'extrait, et l'argument qu'on leur donnait, c'est que la CNI là n'a pas l'information de père ou mère. Or, les agents de la CEI, les agents de la CEI qui réclament cela, parce qu'ils n'ont aucune base de données. Or, on nous parlait des tablettes qui existaient, aucune base de données pour pouvoir vérifier. Mais allez-y, dans la plupart des centres d'enrôlement. Est-ce que les gens vous ont appelé, ce serait bon de plusieurs vous informer? personnes. Oui, mais quand je vous dis, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Après, ce n'est pas un phénomène qui est isolé. Donc voilà des problèmes que les gens auxquels sont confrontés, ceux qui ont envie même de se faire enrôler. Donc allez-y voir. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est tout cela que je voulais aller constater. Et je constate que la CEI s'est pris une journée sabbatique. Marius, comment avant vous permettez à Daouda d'intervenir? Je voulais rebondir juste sur certains propos. Oui, sur la question donc, de la CMU et de l'enrôlement des 15 millions. Il faut dire que ce n'est pas le même processus. Hein. Les 15 millions de la CMU, c'est presque obligatoire. Mais qui a dit que c'était le même processus? C'est obligatoire, monsieur, parce que des enfants du primaire qui ont été inscrits à la CMU ne sont pas des électeurs potentiels. Laissez-nous vous exprimer les choses. Non, allez-y, Marius. Un enfant qui va au primaire, à qui on a imposé aux parents d'aller inscrire ce dernier sur une CMU pour bénéficier de l'assurance maladie, ça n'a rien à voir avec un processus électoral. Vous avez Donc, terminé cette confusion, il fallait vraiment y mettre un terme. De qui plus est, les appareils, j'allais dire les machines qui devraient naturellement enrôler, qui servent à enrôler les électeurs, ces machines ne peuvent enrôler que 50 personnes par jour. Ça, c'est la CEI. Donc, au minimum, sinon au maximum, si on devrait naturellement enrôler une bonne multitude de citoyens, on devrait atteindre à la fin du processus, au dire de la CEI, 14 millions d'individus, si d'ordinaire, les Ivoiriens se motivaient et se bousculaient devant justement les Marius. Herman, rapidement, et on passe à Daouda. Ce que je veux dire, quand je prenais l'exemple de la CMU et qui n'a pas assez visiblement compris, c'est que quoi? Lorsque on demande à des populations, on oblige les populations à contracter une assurance, parce que la CMU, c'est une assurance. On réussit à les obliger à contracter une assurance. C'est parce qu'on a une volonté de faire en sorte que les Ivoiriens soient rassurés, n'est-ce pas? Si on a une volonté de faire en sorte que les Ivoiriens s'enrôlent sur la liste électorale, on prend les mêmes dispositions, quitte à dire que c'est une obligation, puisqu'on l'a fait pour l'assurance, qui est libre. Les gens doivent contracter leur assurance librement, mais on les a obligés à le faire. Ça veut dire que si on veut que ces personnes soient sur la liste électorale, on peut aider. Aujourd'hui, là, il y a combien d'élèves qui ont 18 ans, peut-être même plus de 18 ans, qui sont dans nos établissements? Aujourd'hui, je vous dis qu'ils ne sont même pas informés, ils ne sont même pas concernés. Or, c'est eux qui sont les jeunes, les nouveaux majeurs qu'on recherche sur la liste électorale. Très bien, on a compris son point de vue. Il souhaiterait simplement qu'il y ait le même dispositif là-bas. Et c'est son point de vue. On va écouter Daouda rapidement. Daouda, alors sous quel postulat vous appréciez donc ce lancement de la liste électorale, de la révision de la liste électorale? Le premier point, c'est que je vais revenir sur la question de la CMU. La couverture maladie universelle a été prise par décret qui rend obligatoire cette réforme-là. Et donc, il est important de notifier aux uns et aux autres que le vote et le recensement sur la liste électorale n'est pas obligatoire. C'est ça la différence. Voilà, parce que il y a une maxime qui dit que les lois les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont refusé de ne pas choisir. Ne pas choisir,
c'est aussi faire un choix. Très bien. Donc il faut laisser le choix aux Ivoiriens de voter s'ils veulent et de ne pas voter s'ils le veulent. Le choix des autres va s'appliquer à eux. Très bien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, la révision de la liste électorale a débuté le 19 à Guiglo, comme vous l'avez si bien dit. Et le processus est tellement essentiel pour mettre à jour les informations. Et donc, je pense que pour le démarrage de ce processus-là, il faut faire un peu d'andragogie, pourquoi pas de pédagogie. Allons-y, Daouda. Parce que la première des choses, c'est pour ceux qui vont s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale. La deuxième chose, c'est pour ceux qui veulent changer de bureau de vote ou de lieu de vote. Mais ce changement de lieu de vote ou de lieu de vote aussi, ça dépend. Si vous êtes dans le même quartier, ça passe crème. Mais si vous changez de commune, vous devez avoir comment on appelle ça, un certificat de résidence. Et puis la troisième chose, et qui pour moi est une innovation à la matière, dans la mesure où cette fois-ci, tout électeur peut faire radier quelqu'un de la liste électorale. Si par exemple dans sa famille il y a eu un décès, il peut venir avec le certificat de décès et demander mon X parent ou bien mon X frère est décédé. Preuve à l'appui, on le reste sur la liste. Très bien. Et c'est le lieu aussi, comme le dit la CEI, ça sort devant moi. Active ton pouvoir. C'est le lieu pour les jeunes Ivoiriens d'activer leur pouvoir. Le vote, en fait, est l'un des moyens les plus puissants dont dispose le peuple pour influencer le destin d'une nation. Et partant de ces principes-là, chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous que tout le monde recherche tant, les 4 millions qu'on est en train de guetter, si vous n'aimez pas Alassane... 4,5 points plus précis. Si vous n'aimez pas Alassane Ouattara, c'est le lieu d'aller vous enrôler et d'aller voter. Si vous adorez le programme de gouvernance de Laurent Gbagbo, c'est le lieu d'aller vous faire enrôler. Si vous n'aimez pas Tidiane Thiam parce qu'il serait panafricaniste, c'est le lieu d'aller vous faire enrôler pour le dégager, pour ne pas qu'il soit président de la République. Et je pense qu'il est important de donner la bonne information aux gens. Parce qu'en matière de démocratie, il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Et à la matière, je mets quiconque au défi. Parce que la polémique s'est levée sur la toile. Quand tu vas t'inscris avec ta carte nationale d'identité, la nouvelle carte verte, on te demande ton extrait de naissance. Je dis c'est faux et c'est archi faux. Parce que, est-ce qu'on peut parler? Parce qu'on prend la peine de vous écouter. Daouda, vous terminez. Daouda, vous terminez. C'est faux et c'est archi faux. Dans la mesure où la CEI que j'ai pu contacter dit l'apport de l'extrait date de naissance est facultatif. Donc, en français facile, ça veut dire, si tu veux, tu viens avec. Si tu ne veux pas, tu ne viens pas avec, dans la mesure où l'ONESI a déjà reversé son, comment on appelle ça, sa base de données à la CEI. Très bien. Donc, il ne faudrait pas donner de fausses informations sur une télé, nous sommes sur une télé sérieuse. Merci beaucoup, Daouda. Monsieur Herman, on a terminé sur ce point rapidement. Vous maintenez que certains Ivoiriens vous ont appelé? Mais ce que je dis, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse ici... Il a pris, tout à l'heure quand Daouda parlait, il a évoqué une seule source. On a 2 minutes. Sa source, c'est la CEI. La CEI ne va pas te dire autre chose que ce qu'elle a prévu. Qu'est-ce que ces agents CEI font sur le terrain? Il faut aller chercher. Très bien. Je dis, c'est une information que j'ai reçue. Aujourd'hui, je voulais vérifier, je n'ai pas pu le vérifier. Donc, on va aller chercher. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Messieurs, Marius Komoré. Messieurs, non. Je dis Herman, on arrête. J'ai donné ma source. J'ai dit simplement. Herman Aboua, non, c'est bon. Non, on a terminé. Ce que tu es en train de dire, je dis que je partais vérifier. On a terminé le sujet. Je donne l'information. Marius Komoré. On a terminé le sujet. Nous allons maintenant passer à notre sujet. Nous allons passer à notre sujet, messieurs. On a terminé le sujet. Nous allons maintenant recevoir le président de la Confédération syndicale, plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire, M. Zadi Ngenya. On en parlait justement à l'entame de ce temps d'antenne. On parlera justement avec lui de la trêve sociale, la rencontre entre le gouvernement et les syndicats, rassure-t-elle toutes les fêtières? Évidemment, la question de la prime reviendra. Monsieur Zadi Ngenya, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est avec plaisir. Alors, il y a quelques semaines, vous nous annonciez par téléphone que vous aviez donc pris part à ce comité consultatif à l'effet justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève et que la trêve continue tout en regardant avec le gouvernement les préoccupations des fonctionnaires. Nous avons donc été surpris de voir quelques jours après une grève. Et ceux-ci, interrogés au téléphone, nous ont dit:
Nous ne faisons pas partie de ceux qui ont été donc appelés au comité consultatif. Nous sommes, on regarde, mais en tout cas, nous avons nos préoccupations et nous aimerions que le gouvernement s'y penche de façon particulière. Réaction. Je vous remercie pour cette opportunité. Je voudrais saluer tous les frères qui sont ici. Christelle, merci. Je voudrais planter le décor rapidement pour dire que lorsque nous avons signé la trêve sociale, un ensemble d'institutions ont été mises en place. Et à la base, il y a les comités sectoriels de discussion qui sont chargés de gérer les crises sectorielles dans les ministères techniques. Et au sommet, ou je dirais à l'intermédiaire, nous avons le comité consultatif de la fonction publique qui est un instrument de dialogue social chargé de donner des avis et faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions à caractère financier ou non qui concernent la vie des fonctionnaires. Et au sommet, nous avons le comité de suivi de la trêve sociale qui est, n'est-ce pas, installé à la primature. Donc voilà un peu les structures de dialogue social qui ont été mises en place au niveau du secteur public. C'est vrai qu'au niveau du comité consultatif, il a été mis en place un peu en retard. C'est seulement jeudi, il y a 2 semaines, que ce comité a été mis en place et les syndicats ont été nommés. Je voudrais indiquer que ce comité est composé de 16 membres. 8, c'est le bipartisme, hein, c'est le dialogue social. On a 8 membres venant du gouvernement et 8 personnes issues des organisations syndicales signataires de la trêve sociale. Mais je voudrais noter que ces 8 organisations regroupent la majeure partie des syndicats du pays. Et donc ceux qui ont signé le préavis de grève... La majeure partie sont ceux-là qui ont signé le préavis de grève. Oui, y compris. Non, y compris. Des syndicats issus de la plateforme nationale que je dirige sont signataires de la grève. Donc, ils sont issus de ma centrale syndicale, y compris de toutes les organisations qui sont signataires. Donc, pourquoi donc n'ont-ils obéi ou n'ont-ils pas suivi le comité consultatif? Je voudrais indiquer que la question qui a été à la base de la levée des boucliers de nos camarades est une question sectorielle. C'est-à-dire qui s'est, n'est-ce pas, passé dans le secteur éducation-formation, où nos camarades estiment que le dialogue social n'a pas fonctionné. Et n'ayant pas fonctionné comme il fallait, ils ont exprimé leur colère par la grève. C'est vrai que la trêve sociale est signée, mais la trêve sociale est un moyen pour apaiser les cœurs. Il peut arriver donc que dans ce processus, dans ce dialogue, il y ait des couacs, comme nous venons de le constater. Notre mission à nous, c'est de faire en sorte de ramener tout le monde dans le dialogue et faire en sorte que nous puissions avancer dans le processus du dialogue. Donc, il peut arriver qu'il y ait des problèmes, il peut arriver même que c'est comme dans un mariage, hein. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais cela ne remet pas en cause l'architecture, n'est-ce pas, institutionnelle de la trêve sociale, qui est un moyen qui a permis de briser le mur de méfiance entre l'État et les organisations syndicales, qui peuvent aujourd'hui discuter et se retrouver pour échanger sur des préoccupations avec des résultats. Donc nous, c'est vrai, il y a eu la grève, mais nos camarades n'ont jamais dit qu'ils remettaient en cause la trêve sociale. Élisée Boloubeu. Ok, moi je voudrais poser une question directe à M. Zadi Ndiaye. Est-ce que vous pensez qu'objectivement, ça vraiment c'est une question directe, objectivement, cette grève avait lieu d'avoir, dès l'instant qu'il y a une structure, ou du moins il y a un mécanisme mis en place, où on peut chaque fois discuter et échanger. Est-ce qu'objectivement, cette grève avait lieu d'être? Je voudrais indiquer que la grève est un droit constitutionnel. Donc, nous sommes d'accord. Voilà, c'est un droit constitutionnel et c'est un moyen d'expression. La grève n'est pas une fin, c'est un moyen. Tout à fait. Donc nos camarades ont estimé que c'était la voie la mieux indiquée pour exprimer leur cri de cœur. Mais comme il y a une plateforme de discussion, justement. Oui, mais je veux dire que dès lors que dans leur secteur d'activité, qui est le secteur éducation-formation, ils ont estimé que le dialogue social n'a pas fonctionné, ils auraient peut-être pu aller jusqu'au processus, terminer toute la ligne pour arriver à la grève, mais c'est nos bases, nos camarades, et la base donc a poussé, et les camarades ont estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, aller à ce mouvement. Mais le plus important pour nous, c'est l'avenir. Sortir de ce mouvement, ne plus le reconduire, et faire en sorte que nous allions au dialogue, qui est l'arme la plus sûre pour obtenir des résultats. Complément, rapidement. Je vais rebondir rapidement. C'est vrai que c'est un secteur qui a fait la grève. Mais ce secteur fait partie d'une plateforme organisationnelle qui participe au dialogue social. Est-ce que depuis lors, ce secteur-là a remonté le fait que le dialogue était interrompu dans ce secteur-là au niveau de la plateforme qui, elle, fait partie du comité consultatif, pour qu'on puisse porter ça devant les personnalités les plus élevées, ou qu'on attire l'attention de ce ministre qui gère ce secteur-là pour qu'il puisse prendre en compte cette problématique? Je voudrais indiquer que nos camarades qui sont dans ces secteurs d'activité depuis maintenant 2 ans, ils l'ont d'ailleurs dit, ont relevé un ensemble de dysfonctionnements au niveau du dialogue social. Ils ont estimé que d'abord, le comité sectoriel de discussion n'avait pas été mis en place conformément au décret au niveau du secteur éducation-formation. Et
D'ailleurs, ils avaient souhaité, avec leur ministre, d'aller à un séminaire pour pouvoir échanger sur leurs préoccupations et trouver, n'est-ce pas, les mécanismes pour y apporter des réponses. Parce que dans notre système de dialogue social, il y a des questions qui relèvent de la gouvernance, de l'administration, qui peuvent être réglées au niveau des ministères techniques. Et puis les questions à caractère financier vont, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique du comité de dialogue social. Donc, effectivement, ils ont attiré l'attention. Ils ont attiré l'attention de leurs organisations, de leurs responsables que nous sommes. Nous avons fait notre part, mais comme je l'ai dit, nous avons mis du retard à mettre en place les structures du débat. Donc, cela, aujourd'hui, c'est ce qu'ils estiment être le retard qui a permis, n'est-ce pas, d'aller à ce mouvement. Très bien. Mais je répète, je dis que le plus important pour nous, ayant pris la pleine mesure de cette expression, c'est d'aller, n'est-ce pas, faire en sorte que nous n'allions pas à ce mouvement. Monsieur Zali Ngenga, nous avons pu lire dans une note signée de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui vous convoquait. Si cette note est authentique, vous confirmez d'abord? Oui, la réunion a eu lieu jeudi. Alors je m'interroge sur l'utilisation du terme même convoqué au lieu d'inviter. Que le gouvernement aujourd'hui convoque un responsable syndical au lieu de l'inviter, n'est-ce pas là un signe d'une certaine inféodation des fêtiers syndicaux au pouvoir public? Bon, je pense que c'est une analyse que je ne partage pas du tout. Je n'ai pas analysé. Non, je veux dire, c'est une analyse que je ne partage pas. Parce que nous sommes membres. Parce que je vous explique que les structures de dialogue social, au plan national ou international, elles peuvent être tripartites ou bipartites. Et en Côte d'Ivoire, comme nous sommes dans la fonction publique, nous avons un patron qui est l'État. Et de l'autre côté, il y a les partenaires sociaux que nous sommes. Et donc, cette structure a été mise en place par décret. Le ministre a pris un arrêté pour nommer les responsables de cette structure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été nommés. Et alors, la présidente nous convoque à la réunion. Je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans un peu, même dans les organisations. Maintenant, on convoque. À la question. Oui. C'est pas un signe. Ça ne peut pas être. Non, pourquoi on pense qu'en Côte d'Ivoire, dès lors qu'on est à la table de discussion, c'est qu'on est inféodé? Ce n'est pas vrai, camarade. Enfin, tu m'excuses. Mais, cher frère, ce n'est pas vrai. Nous sommes des syndicalistes responsables. Moi, je fais du syndicat depuis plus de 20 ans. Et j'ai toujours mené mes combats de façon nette. Et les camarades qui sont dans ce comité-là sont connus et reconnus pour avoir été des syndicalistes qui ont toujours porté la voix des camarades. Donc, nous convoquer n'est pas une inféodation. Autre chose, nous sommes des fonctionnaires. Le syndicalisme n'est pas ex nihilo. Il se fait dans un cadre institutionnel de métier. Donc, nous sommes dans notre rôle. Alors, on se souvient encore qu'au moment où vous vous apprêtiez à aller à la table de discussion suite à la convocation pour employer vos propres termes de Madame la Présidente du comité consultatif, vos camarades se préparaient donc à lever l'encrier. C'est cela. Et donc, on a vu au niveau de l'école primaire, des écoles secondaires, la fermeture de la majorité de nos écoles sur l'ensemble du territoire national, obligeant nos enfants à rester à la maison. Est-ce que vous portiez effectivement, pour le compte de ceux qui étaient en grève, eh bien, leur combat, parce qu'en dehors de l'éducation nationale, d'autres secteurs importants de l'activité administrative étaient également en grève. Par exemple, on sait bien, je ne veux pas les citer, mais vous le savez. Non, bien, est-ce que vous portiez véritablement le combat de ces derniers? Est-ce que vous êtes représentatif de leurs intérêts? Je voudrais indiquer que la plateforme nationale est une confédération dans laquelle il y a plusieurs fédérations. Et ces fédérations représentent les secteurs d'activité. Et la plateforme éducation, représentant 17 syndicats affiliés à la plateforme nationale, était signataire de ce préavis. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ils n'ont jamais remis en cause leur président. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais non plus remis en cause la signature de leur président. Mais ils ont exprimé une colère à travers un moyen qu'on peut dénoncer ou non. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le cri de cœur, nous le saisissons. Donc, à cette table-là, je représentais bien la plateforme nationale. Et tous les 8 signataires qui étaient là représentaient bien les syndicats affiliés à ces organisations. Donc, de ce point de vue-là, nous avons noté que la question de la prime, parce qu'il l'évoquait un peu, est une question, je dirais, transversale. Il y a plusieurs catégories de fonctionnaires qui réclament cette prime. C'est vrai que le combat a été porté à l'opinion nationale de façon ouverte par les enseignants, mais on a noté qu'au regard des dossiers qui étaient déjà sur la table de la fonction publique, il y a un fond documentaire sur la question. Près de 17 ministères n'avaient pas, sur les 33 ministères, seulement 17
16 avaient des primes et 17 n'en avaient pas. Donc c'est une question qui va être traitée de façon, je dirais, transversale et large. Et ça, le comité consultatif l'a bien écrit. Donc je pense que nos camarades, en faisant ce mouvement, nous interpellent fortement et nous engagent à faire en sorte que leurs aspirations soient prises en compte. Nous les représentons. Et je pense qu'ils n'ont jamais remis en cause cette représentation. Très bien. Daouda, allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mauvaise foi de vos camarades dans la mesure où la question de la prime date de longtemps, et vous venez de l'expliquer plus ou moins, mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui, pour la première fois, aborde la question sans tabou. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre pour discuter concrètement au lieu de finalement venir dire « Ok, on regarde » parce qu'on sait que c'est généralement à l'approche des élections que les syndicats ont tendance à débrayer. Est-ce que c'était nécessaire quand on a une table de discussion qui est toute ouverte pour nous? Je vous l'ai dit déjà, j'ai répondu à cette préoccupation et je voudrais réitérer ici que la grève est un moyen, ce n'est pas une fin. Et nos camarades ont voulu exprimer fortement leurs préoccupations. Et je pense qu'ils l'ont fait. Mais le plus important, non, camarades, je ne peux pas juger ou dénoncer, dire des choses, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué, de nos camarades. Ils ont exprimé, et la grève est un droit constitutionnel qui doit se faire, c'est vrai, selon les limites de la loi, mais c'est un moyen d'expression. Nous avons fait le constat qu'il y a eu grève. Qu'est-ce que nos camarades ont voulu exprimer? C'est ce qu'il faut saisir et je pense que le gouvernement l'a bien compris par la mise en place de ce comité consultatif qui a commencé à travailler sur la question. C'est le plus important, rapidement, et on très rapidement. Monsieur Nyanya, je comprends très bien votre point. C'est que vous allez jouer le politicien sans taper à gauche ni à droite. Je ne suis pas le politicien. Non, c'est bien. Non, monsieur Nyanya, on se connaît très bien. Il est le président. Je sais, on se comprend. Mais ce que je veux dire concrètement aujourd'hui, quand vos camarades enseignants aujourd'hui s'élèvent pour dire que eux, il faut qu'on règle leurs problèmes sectoriels. Quand on sait que la question de la prime, comme vous l'avez si bien dit, mais c'est transversal. Pourquoi veut-il que l'État règle leurs problèmes à eux seuls et laisse les autres sur le trottoir? Ils ne l'ont jamais dit. Mais ils n'ont pas dit. Permettez à ce qu'ils répondent, Daouda. Je vous pose une question. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ont exprimé leur part, n'est-ce pas, je dirais leur part de frustration, leur situation. Ils n'ont jamais dit qu'il ne faut pas régler le problème des autres. Non, non, non. Ça, personne d'entre eux, dans toutes les discussions, dans tout ce qu'ils ont exprimé, n'ont jamais dit que ni ceux de la santé, ni ailleurs n'avaient droit à des primes. Très bien. Ils ont exprimé leur part, n'est-ce pas, de colère. Il faut prendre en compte cela et puis chercher des solutions. Herman, voilà. On a constaté que leur mode de grève de 3 jours a été observé. C'est cela. Aujourd'hui, après, parce qu'ils ont suspendu leur mode de grève, ils ont repris le travail. Est-ce que vous assurez qu'aujourd'hui, ils ne vont plus lancer encore un mode de grève, que aujourd'hui, vous êtes en discussion avec eux, ils sont prêts à accepter d'attendre les dispositions qui seront prises par le gouvernement? En tout cas, nous, en tant que centrale et ayant des camarades à l'intérieur, nous les invitons à rentrer dans le processus de dialogue social. Et ils ne nous ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas y entrer. Ce que j'ai pu dire, c'est que le comité consultatif a fait le constat, comme je l'ai dit, que c'est une question transversale parce que les dossiers qui étaient sur la table venaient d'un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui dénote déjà, qui montre que la question est recevable. Je veux dire, le gouvernement est sensible, est conscient que c'est une question qu'il faut traiter au fond. Très bien. Deuxième élément. Non, j'arrive. Je vais dire. Deuxième élément, dès lors que la question a commencé à être traitée, nos camarades ont prévu leur assemblée générale jusqu'au 30 là-bas. Pour permettre, n'est-ce pas, ce comité 30 octobre, pour permettre au 30 novembre, je crois, 30 novembre, pour permettre au comité de travailler. Donc, bien entendu, ils seront reçus par le comité consultatif et avec eux, nous allons apprécier l'évolution de la situation. Aujourd'hui, ce qu'on attend, ce sont des propositions concrètes, comprenez, de qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut. Donc, propositions concrètes, justification de ces propositions et pourquoi pas chiffrage de ces propositions pour que justement, nous puissions, au niveau du comité consultatif, qui a pour mission de donner des avis et de faire des propositions au gouvernement pour lui permettre de prendre des décisions, nous puissions, n'est-ce pas, aller dans le sens d'apporter une réponse à leurs préoccupations. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Cher Président, avez-vous véritablement, lorsque vous êtes sur la table de discussion avec le gouvernement, tenez-vous compte de la situation véritable que traverse l'ensemble des Ivoiriens? De sorte à ce que lorsque vous exprimez des besoins, en termes d'amélioration de vos conditions salariales, de vos conditions de travail, vous tenez compte véritablement du fait que le gouvernement n'a pas de champ de café ni de cacao et que c'est dans la poche des Ivoiriens, dans leur porte-monnaie, que l'État viendra justement chercher l'argent pour honorer ses engagements vis-à-vis de vous, c'est-à-dire en termes d'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Très bien, il va répondre à la question. Oui, mais nous exprimons comme un enfant à son père notre demande.
C'est au père de trouver les moyens de résoudre le problème. Et donc, dans ce cas, vous n'avez pas à vous plaindre de la Non, nous sommes aussi dans la société. Si nous demandons, c'est que nous sommes aussi frappés par le coût de la vie. Et le fonctionnaire, c'est vous-même qui avez fait, n'est-ce pas, cette belle démonstration la dernière fois sur le rôle central du fonctionnaire dans la société ivoirienne. Et autour de lui, tout ce qu'il nourrit, tout ce qu'il porte comme réalité. Donc, quand on donne quelque chose aux fonctionnaires, ce n'est pas aux fonctionnaires seuls qu'on a donné. On a donné à toute une dizaine de familles. Vous comprenez donc c'est cela. Très bien. Élisée. Voilà. Moi, je voudrais encore avoir un avis direct de M. Zadi Ndiaye. Oui. C'est vrai que vous avez commencé à discuter avec le gouvernement depuis longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive au comité consultatif. C'est cela. Devant les Ivoiriens aujourd'hui, est-ce que vous pouvez objectivement apporter un jugement sur tout le processus? Est-ce que vous pensez qu'il était un processus valorisant vis-à-vis des travailleurs? Est-ce que pour vous, c'est un chemin novateur qui aujourd'hui peut emmener la Côte d'Ivoire sur des sillons qui soient des sillons souhaités? Très belle question. C'est un principe important, le dialogue social. Et dans notre pays, c'est vrai, nous sommes partis d'une crise en 2017 pour arriver à mettre en place ce qu'on a appelé la trêve sociale, mais qui est notre architecture, notre chemin de dialogue social en Côte d'Ivoire, qui nous est d'ailleurs envié par les autres pays. Parce que nous avons réussi en Côte d'Ivoire à rapprocher l'État et les syndicats pour trouver un chemin, un moyen de dialogue qui nous permet de régler les problèmes. Et les résultats sont là. Je pense que par le dialogue social, nous avons en 2022 obtenu plus de 1000 milliards sur 5 ans qui permettent que le gouvernement, dès la fin du mois d'août 2022, a d'ailleurs commencé à payer aux fonctionnaires immédiatement. Nous avons pu instituer une prime de fin d'année qui est l'autre 13e mois, payée au tiers pour l'instant, mais je veux dire, c'est grand. C'est grand. Et le dialogue social a permis aujourd'hui que le gouvernement, le président de la République, octroie également un tiers aux retraités pour la rentrée. Donc, le dialogue social en Côte d'Ivoire est productif. Le SMIC aussi. On révalue le SMIC au niveau du privé et les minima catégoriels. Le dialogue social est productif, il est bon, c'est un chemin à ne jamais laisser tomber. Parce que la grève, quoi qu'elle est, qu'est-ce qu'on l'utilise? Elle est un droit, oui. Elle est un droit, c'est vrai, mais on finit toujours par se retrouver sur la table des discussions. Très bien, donc, dernière nous question. pensons que le dialogue a montré ses preuves en Côte d'Ivoire avec les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et nous sommes les défenseurs acharnés du dialogue social. En tant que défenseur acharné du dialogue social, qu'est-ce que vous avez à dire à vos camarades enseignants qui ont débrayé récemment, s'il y a un message à leur apporter? Nos camarades sont dans le dialogue. Vous avez écouté leur porte-parole, n'est-ce pas, a dit qu'il était pour le dialogue et qu'il s'inscrivait dans le dialogue. Donc, je pense que nous nous retrouverons et nous continuons à travailler en tant que syndicalistes. Donc, nos enfants vont aller à l'école sans qu'on ait de crainte. Mais je pense qu'ils ont repris depuis vendredi. Très bien. Voilà, alors, Monsieur le Président, pour terminer, est-ce que ceux qui ont fait la grève auront des sanctions? Seront-ils sanctionnés? Bon, moi, je ne suis pas du gouvernement. Donc vous devrez y veiller. Oui. Non, je veux dire que nous plaidons pour que, justement, il n'y ait pas de sanctions. Parce qu'il faut éviter l'embrasement, il faut éviter la crispation et d'envenimer la situation. 3 jours de grève, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est des choses qu'on peut gérer. Et aujourd'hui, nos camarades sont prêts à discuter et ont laissé le temps nécessaire pour que nous puissions travailler. Je pense que le gouvernement doit aussi faire en tenir compte, faire un geste et laisser tomber cette affaire des sanctions. Parce que ce débat sur la légalité ou l'illégalité de la grève, je pense que c'est un débat qui, véritablement, qu'on doit mettre de côté parce que la loi sur la grève qu'on a en Côte d'Ivoire rend illégale toutes nos grèves. Moi-même, les grèves que j'ai eu à conduire ont été tous jugées d'illégales. Parce que la loi de 92... Y compris les miennes. Voilà, la loi de 92 est une loi qui a été faite pour ne pas qu'on fasse grève. Donc, si tu veux suivre cette loi, tu ne feras jamais grève. Même une affaire où on doit vous donner un récépissé pour aller en grève. Vous comprenez que c'est une loi qui va toujours s'opposer aux grévistes. Donc, je pense que le gouvernement doit laisser tomber les sanctions et maintenir le dialogue social que lui-même il prône pour que nous puissions continuer à travailler et gagner d'autres acquis importants pour nos camarades. Merci beaucoup d'être venu éclairer les lanternes des populations. Je rappelle que vous êtes le président Zadi Ndiaye, président de la Confédération syndicale, plateforme nationale des organisations de Côte d'Ivoire. Merci. Et le plateau est ouvert. Merci. N'hésitez pas à venir communiquer justement sur tout ce que vous faites au niveau du comité consultatif. Merci. Merci infiniment. À tout de suite. Okay.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes à la seconde partie et justement Herman, Élisée, Marius, Daouda sont toujours en notre compagnie. Nous avons au milieu de nous M. Saint-Grégoire Pierre, professeur des universités, président de Collaborating Academic, éditeur en chef du journal scientifique OAJ Material and Devices. Et nous allons parler avec vous donc du congrès international sur les énergies renouvelables. Mais avant, demain, rendez-vous à ne pas manquer justement si vous êtes porté sur les questions climatiques. Il s'agira simplement du rendez-vous du gouvernement citoyen sur les réseaux sociaux. Ça sera demain, je le disais, à 15 h au SICFU à la cité administrative au plateau. Le rendez-vous portera sur les questions justement du changement climatique en Côte d'Ivoire et sera porté par le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le changement climatique, M. Lago Mayol Alex. Rendez-vous donc à ne pas manquer demain à partir de 15 h au SICFU à la cité administrative au plateau. Monsieur Saint-Grégoire Pierre, merci d'être là, professeur. Avec plaisir. Alors, votre spécialité, en tout cas, c'est la physique de la matière condensée et sciences des matériaux, physique et applications photovoltaïques, ferromagnétiques et optoélectronique. Optoélectronique. Oh my goodness, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Alors, le Congrès international sur les énergies renouvelables, première édition à Abidjan. Déjà, pourquoi Abidjan? Est-ce qu'il y a une particularité? Bon, alors en fait, comme souvent dans le milieu scientifique, ces choses-là s'organisent lors de congrès précédents, ou de rencontres précédentes, ou de réunions diverses. Et là, si vous voulez, il se trouve que je collabore personnellement avec le professeur Yaouvi Gagou de l'université d'Amiens, de Picardie, en France. Et il a un étudiant en thèse qui est ivoirien. Okay. Et donc c'est comme ça que les choses se sont décidées, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait un très bon accueil en fait ici. Pour ma part, c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire. Et vous aimez? Et j'adore. Très bien, d'accord. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou ceux qui sont là mais qui ne savent vraiment pas du tout ce que c'est qu'une énergie renouvelable, quel est-il? Bon, alors je dirais peut-être le contraire pour expliquer ce qu'est une énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'une énergie non renouvelable? Vous allez considérer par exemple une centrale à charbon, vous brûlez du charbon, elle produit de l'électricité. Cette énergie, si vous épuisez tout le charbon qu'il y a sur la planète, elle n'est pas renouvelable, elle finira par s'épuiser. C'est clair. Une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est amenée à se renouveler ou alors à avoir une durée de vie extrêmement longue. Par exemple, le Soleil, il a à peu près 4 milliards 600 millions d'années. On peut compter qu'il a à peu près encore 5 milliards à vivre. Donc, on peut considérer qu'à l'échelle humaine, c'est une énergie tout à fait renouvelable. Tout à fait. Très bien. Voilà. Herman, question? Ma première question, aujourd'hui, quelles sont les grandes innovations qui sont attendues à ce congrès international sur les énergies renouvelables? Et puis, pourquoi aujourd'hui insister sur la transition énergétique? Bon, la transition énergétique, en fait, il est admis totalement, en particulier par rapport à ces questions de changement climatique, qu'il faut opérer le changement. Parce qu'actuellement, on est toujours dans l'ère des combustibles fossiles, et pas seulement d'ailleurs pour les énergies, mais il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont faites grâce au pétrole, avec la pétrochimie, etc. Le stylo que j'ai dans la main, c'est du plastique, c'est du pétrole transformé. Ouais, c'est clair. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, effectivement, il y a cette volonté qui est claire maintenant qu'il faut abandonner la filière des combustibles fossiles pour développer de plus en plus les énergies renouvelables. Très bien. Élisée? Je vois que le thème assigné à ce congrès, c'est les nouvelles formes de production et de conservation d'énergie écologiquement responsable. Pour l'analphabète, je l'ai dit, en matière d'énergie renouvelable que je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qu'on appelle énergie écologiquement responsable. Et quelles sont les nouvelles formes de production de ces énergies-là? Voilà. Alors, écologiquement responsable, c'est effectivement une production d'énergie qui respecte quand même l'environnement. Exemple. Voilà. Exemple, certains types de centrales solaires. Les centrales photovoltaïques en font partie? Alors,
les centrales photovoltaïques, c'est un peu compliqué parce que pour produire des panneaux photovoltaïques, on émet du dioxyde et de l'oxyde de carbone. Et on peut dire que ce n'est pas très bon pour l'environnement. C'est clair, mais justement. par contre, au bout d'un certain nombre d'années du fonctionnement d'une telle centrale, eh ben, on a rattrapé, si vous voulez, les dommages qui ont été faits pour mettre en place la filière. Il y a d'autres types de centrales qui sont, je dirais, plus respectueuses de l'environnement. Je pense aux centrales qu'on appelle solaires à concentration, où là, c'est des miroirs qui concentrent la lumière du soleil et on chauffe de l'eau, par exemple, qui sert ensuite à faire tourner des turbines et à produire de l'électricité. Est-ce que ce serait meilleur pour l'Afrique, en fait? Alors, en réalité, dans tous les pays, la solution, ce n'est pas une filière ou une autre. La solution, c'est clairement un bouquet énergétique. C'est clair. Voilà. Un bouclier énergétique. Oui. Un bouquet. Donc un mix de tout ça. Un ensemble, vous voyez. Par exemple, les centrales solaires dont je parle, elles nécessitent un rayonnement direct. Et malheureusement, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il y a des nuages, donc il n'y a pas de rayonnement direct. Donc on ne peut pas recommander des centrales solaires en concentration. Elles ne fonctionneront qu'une partie du temps. Daouda. Ok, professeur, moi ce que je veux savoir, c'est que quels sont les principaux défis à surmonter pour accélérer en fait l'essor des énergies renouvelables en Afrique de façon générale, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Alors, bon, en Côte d'Ivoire, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas suffisamment. Je n'aurai pas cette prétention, bien sûr. Mais pour l'Afrique, je vous avoue que je me pose vraiment la question. Parce que quand on regarde une carte mondiale de l'ensoleillement, de l'irradiation solaire à la surface du globe, l'Afrique a de quoi produire toute l'énergie pour le monde entier. Et même bien plus que ça. Qu'est-ce qui bloque selon vous, justement? Alors, c'est les financements. Il semblerait qu'il y ait une certaine frilosité à intervenir en Afrique. Il semblerait. Oui. Et qui aurait cette frilosité, justement? Les investisseurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, et puis peut-être que c'est à repenser, à organiser, avec aussi peut-être une implication des diasporas africaines, et non africaines d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des gens à l'étranger qui, si on leur proposait d'investir sur les énergies renouvelables en Afrique, ils seraient d'accord pour le faire. Et donc, il faut organiser ça. Professeur, est-ce que le financement des énergies renouvelables est coûteux? C'est assez coûteux. C'est assez coûteux, mais il y a ce qu'on appelle le payback, c'est-à-dire le retour sur investissement. Et suivant où vous êtes, le payback est plus ou moins long. Là, on est dans une situation assez aberrante où l'Allemagne, quand vous regardez les cartes, l'Allemagne n'a pratiquement pas de soleil et c'est un pays où il y a énormément de panneaux photovoltaïques. Alors, et où les paybacks, donc les retours sur investissement, sont de plus de 5 ans, de l'ordre de 7 ans. En Afrique, les retours sur investissement, c'est de l'ordre de 3 ans. Est-ce que justement cela pourrait être porté par un État? Est-ce qu'un gouvernement pourrait investir justement là-dedans? Alors moi, demain, je vais parler d'un projet qui s'appelle Desertec et qui a été lancé par l'Allemagne en 2003, donc ça fait déjà un moment. Et ce qui est bizarre, c'est que ce projet semble en sommeil. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? Ils sont assez clairs et la situation allemande, elle est terrible. L'Allemagne est dans une situation catastrophique parce qu'il y a eu une pression des écologistes qui ont fait fermer les centrales nucléaires et donc ils ont réouvert les centrales à charbon. Et alors, vous voyez la contradiction, les écologistes amènent à ouvrir des centrales à charbon, les fameuses centrales qui avaient provoqué les pluies acides, qui avaient détruit les forêts allemandes. Vous voyez un peu, et tout ça pour éviter le nucléaire. Alors, la solution que propose l'Allemagne, c'est d'implanter des centrales solaires en Afrique, en particulier, mais un peu partout, c'est-à-dire de relier entre tous les sites de production par énergie renouvelable avec des lignes spéciales, des lignes qu'on appelle HVDC, High Voltage Direct Current, c'est-à-dire du courant continu à très haut voltage, de l'ordre du million de volts, vous vous rendez compte par rapport aux 12 volts de votre voiture. Voilà. Et donc de les mettre en réseau pour fournir l'électricité. Alors eux, ils sont allemands, ils pensent à eux évidemment, pour fournir l'électricité à l'Allemagne. Mais ça, c'est intra-pays. Très bien. Sur plusieurs pays. Eh bien, oui, c'est sur plusieurs pays, parce qu'ils parlent de la zone MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Alors moi, ce que je trouve choquant là-dedans, c'est que l'Afrique, comme on disait, le continent... Subsaharienne, ouais. Oui, eh bien, toute l'Afrique saharienne aussi, c'est la zone la plus ensoleillée dans le monde. Et quand vous regardez les cartes de Desertec, elle s'arrête à peu près à peine en dessous du tropique du Capricorne. Très bien. Marius Comoué. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que tout simplement c'est un sujet qui nous préoccupe. En Côte d'Ivoire, nos gouvernants ont choisi donc de produire de l'électricité grâce aux centrales thermiques et aux barrages hydroélectriques. Oui. Nous avons deux sources de production énergétique. Et tout récemment, le gouvernement s'est lancé à travers l'organisation administrative, je veux dire la structure administrative en charge donc, de se pencher sur la question vers les énergies solaires. Vous qui avez une forte expérience en Europe en matière de production énergétique, quelle est, à votre humble avis, l'énergie la moins coûteuse pour des populations ivoiriennes qui croulent déjà sous le poids de factures d'électricité assez chères? On va dire in fine africaine également. Il ne faut pas qu'on se contente à la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ben, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement les gouvernements s'intéressent au projet Desertec qui est un peu un sommeil pour dire mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans la zone subsahélienne? Parce que ça, c'est vraiment une solution. Le projet Desertec, il est vraiment presque clé en main, c'est-à-dire il vous propose de mettre des éoliennes à tel endroit, des centrales solaires à concentration à tel endroit, des centrales photovoltaïques à un autre endroit, etc. Donc je pense qu'il faut que les pays africains s'approprient les projets et négocient avec les sociétés qui peuvent... Par exemple, ce projet-ci, si la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains sont intéressés, qui est l'interlocuteur dans ce projet? Alors, le ministère de l'Énergie? Comment? Non, l'interlocuteur européen? Oui, bien sûr. Bon, je dirais qu'il n'y a pas d'interlocuteur, c'est à mettre en place, je dirais. Oui, mais le projet, je veux dire, comment la Côte d'Ivoire ou je sais pas, la Guinée... Desertec parle du projet Desertec. Oui, je parle de Desertec. C'est un concept. Un concept, la Côte d'Ivoire peut se l'approprier. Ah, très bien. C'est un concept que tout le monde peut reproduire. Voilà. Très bien. Parce que là, il va falloir des expertises. Pour répondre à votre question, par exemple, on peut envisager dans le nord de voir s'il y a des zones où le rayonnement direct peut être exploitable, installer des centrales solaires à concentration, tel que ça existe maintenant dans le sud de l'Espagne, au Maroc, etc. Et les connecter avec d'autres zones où il y aura des centrales photovoltaïques et en bord d'océan, par exemple, des éoliennes, parce que là, il y a toujours du vent. C'est clair. Herman? Pour vous, il faut carrément laisser les énergies fossiles en termes de production d'électricité? Alors, moi, je dirais qu'il faut le faire graduellement. Que pensez-vous du cas des centrales nucléaires? Bon, pour l'Allemagne, je dirais que c'est assez désastreux. Ah oui. Parce que l'Allemagne, si elle ne fait pas attention, son économie va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura plus d'énergie. Or, c'est ce que je montre dans mon intervention de demain, c'est qu'en fait, l'énergie, l'accès à l'énergie, ça garantit la productivité d'un pays. Regardez, si vous prenez un exemple, l'énergie qu'il faut pour monter un sac de ciment de 45 kg sur 3 étages. Ouais. Combien ça coûte? Si vous faites le calcul avec les formules de physique, ça coûte 0,01 francs CFA. Imaginez si vous allez trouver un travailleur qui va porter un sac de ciment jusqu'au 3e étage pour 0,01 francs CFA. Donc c'est dérisoire. C'est-à-dire que si on a accès à l'énergie, automatiquement on a une productivité plus grande dans le pays. Très bien. Donc l'accès à l'énergie détermine vraiment le développement économique. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Le sujet est très passionnant, en espérant que nos États africains vont s'y mettre. Parce qu'on en a besoin et je pense que l'Afrique est la meilleure place pour pouvoir réaliser en tout cas ce type de projet. Je rappelle que vous êtes là pour donc, ce congrès international sur les énergies renouvelables du 22 au 24 octobre à l'ENCA Abidjan. La thématique, c'est les nouvelles formes de production et de conservation d'énergie écologiquement
responsable. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Alors, si vous le permettez, Saint-Grégoire je voudrais Pierre. adresser quelques remerciements parce qu'on a vraiment Allez-y, je vous apprécié l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Adiama Diawara, Diawara, bien sûr. qui vraiment m'a fortement impressionné par son implication, par sa volonté d'améliorer l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants, etc. Très bien. Et tous ceux qui ont participé au congrès, à l'organisation, en particulier le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, le directeur de département et tous ceux qui sont dans le comité d'organisation. Merci et beaucoup. je vous remercie beaucoup pour m'avoir C'est notre reçu. plaisir, c'est notre plaisir. Merci de nous avoir suivis, Élisée, Herman, Marius, Daouda. Merci d'être venu. À demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, nous, ce sera Footeuse de troupe. Après Footeuse de troupe, Brazing et Kevin se feront fort de vous présenter le vrai match. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Merci.